Bonjour à tous et à toutes. Merci de regarder ce nouveau Facebook Direct de la Faculté des Arts et des Sciences. Je m'appelle Amandine Amon, je suis doctorante en communication à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, on aborde une question épineuse et d'actualité. Pourquoi déboulonner les statuts? Pour en parler, je reçois Mathieu Arsenault, professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal. Bonjour Mathieu. Bonjour Amandine, merci. Merci d'être là avec nous. Est-ce que j'aurais raison de dire que vous êtes spécialiste de l'histoire du Québec, du Canada et de l'histoire autochtone? Oui, c'est exact. Je suis professeur d'histoire de l'Amérique du Nord autochtone ici, puis je me spécialise en histoire canadienne et québécoise. Eh bien, merci de prendre le temps d'être avec nous ce jeudi soir à la tombée de la nuit pour discuter de ces grandes questions. Cet été, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, mais aussi à Montréal, des manifestants ont essayé d'enlever des monuments représentant des personnages controversés de l'histoire. Il y a quelques années, on avait vu le mouvement Roads Must Fall en Afrique du Sud. Puis au Canada, on a plusieurs fois eu le débat autour de John A. Macdonald, dont il fallait donc on parlait de l'histoire coloniale et du rôle de ce personnage historique-là, très problématique. Mais on se demande qui veut retirer ces statuts, pourquoi, est-ce qu'il y a des bonnes, est-ce qu'il y a des mauvaises raisons de retirer ces statuts-là, de les déboulonner. Comment contester ces statuts-là dans l'espace public. Puis le grand débat, c'est comment commémorer l'histoire sans à la fois sans célébrer des figures du colonialisme et sans pour autant effacer des portions de l'histoire, même des portions très sombres. Alors ça me semble bien compliqué tout ça, donc merci Mathieu d'être là. Peut-être ma première question, ce serait de vous demander si c'est un phénomène qui est récent, tout ça, là, d'enlever des statues de l'espace public, d'essayer de les déboulonner. Est-ce que c'est un phénomène spécial 2020 ou 21e siècle en tout cas? Vous avez mentionné beaucoup de cas de figure, notamment en ce qui concerne la France, les États-Unis. On a entendu beaucoup parler des mouvements sur les confédérés aux États-Unis, dans les États du Sud. Alors, c'est probablement ceux qui ont attiré le plus l'attention Mhm. médiatique, ainsi que John McDonald chez nous récemment. Mais évidemment, ce sont des manifestations des problématiques actuelles et puis des manifestations comme on les entend aujourd'hui. Mais vous l'avez bien dit, ces monuments sont dans l'espace public et l'espace public a toujours été un lieu propice à ces manifestations et à la contestation de l'autorité établie. On peut simplement penser à l'Empire romain ou même à la Grèce antique où la monumentalisation, le fait de mettre des gens sur des piédestals comme des empereurs était contesté parfois par le règne suivant, vous voyez. Ah, Et donc on déboulonnait des statues dans l'Empire romain aussi. oui, en fait, ils n'étaient pas boulonnés, mais on les faisait tomber, certainement. Et dans le cas peut-être qui nous parle plus, dans la culture plus moderne, la Révolution française est un très bon exemple, Mhm. puisque à ce moment-là, il y avait une volonté très affirmée d'effacer plusieurs symboles d'autorité royale du paysage dans le royaume français, dans les paysages publics. Et on a même été jusqu'à débaptiser des noms de rues, des noms de villages, des choses comme ça. Alors, cette contestation de l'autorité politique, elle est présente, disons, dans une continuité historique, mais elle s'affirme de manière différente selon les époques et selon les modes de contestation qui sont en vigueur dans nos sociétés. Je comprends. Mais pourquoi on veut, pourquoi certaines personnes ou certains groupes, parfois c'est des masses de personnes qui se ruent vers les statues, pourquoi ils veulent déboulonner ces statues-là? Déjà, pourquoi celle-ci? Qu'est-ce qu'on essaye de contester quand on veut déboulonner une statue dans l'espace public comme ça? Je crois que ces monuments ont tous des symboles qui leur sont propres et la symbolique qu'on investit dans les monuments qui parsèment le paysage est changeante elle aussi. Et il ne faudrait pas sous-estimer, je crois, le rôle de la mobilisation politique du mouvement des droits civiques qui a émergé dans les années 60, et la Mhm. mobilisation, disons, de masse pour expliquer aussi comment les foules qui protestent aujourd'hui peuvent prendre les monuments comme cible. Peut-être un phénomène plus récent serait aussi celui de la cancel culture ou la culture de Oui. l'annulation, où on voit ou on prête des symboles à des monuments que l'on ne tolère pas dans l'espace public ou dans la politique actuelle. On pense au racisme, vous l'avez pas mentionné avec Rod ou même avec McDonald.
ou même le sexisme ou toutes sortes de formes de comportements que l'on ne tolère pas aujourd'hui dans l'espace public. Mais j'ai une question dans le chat, justement, quelqu'un peut-être pour préciser, pour nous rafraîchir la mémoire, pourquoi la statue de Sir John A. Macdonald est si problématique, en fait? Qu'est-ce qu'on reproche à ce personnage historique-là en particulier? La statue à Montréal est problématique depuis toujours et il faut bien savoir qu'il y en a plusieurs des statues de John A. Macdonald au Canada et la majorité d'entre elles sont problématiques. Celle dont nous avions, disons, la garde au Square Dominion à Montréal a été érigée à la fin des années 1890, au milieu des années 1890. Et même à l'époque, elle était contestée parce qu'il faut bien penser qu'en 1895, là, au moment où on érige la statue, on est seulement 10 ans après la pendaison de Louis Riel, un des dirigeants métis que Macdonald a pendu. Et John A. Macdonald est vu de manière très hostile par les Canadiens français et par les Montréalais. Alors, la mémoire de Macdonald est vue comme problématique. Et si on plus récemment, là, même dans les années 60-70, les nationalistes québécois ont vu John A. Macdonald comme le symbole d'un Canada centralisateur qui ne respecte pas les provinces, qui ne respecte pas la dualité française et anglophone. Alors, ils ont décapité la statue à ce moment-là, déjà, dans les années 70. Et aujourd'hui, c'est évidemment toute la couche du mouvement I Don't Know More, la volonté de réconcilier avec les peuples autochtones qui viennent finir de faire de John A. Macdonald une persona non grata dans notre mémoire collective. Oui. Mais justement, là, vous utilisez des mots qui sont un peu violents, décapité, déboulonné, etc. Est-ce que comment ça se fait que on est si touché et qu'on réagit de façon si forte à la présence de ces personnages-là dans l'espace public? Est-ce que ça affecte notre identité, notre histoire, notre mémoire collective? Qu'est-ce que ça vient chercher? Déjà, je pense qu'il est bon de dire que ces personnages-là ont existé dans l'histoire et l'histoire existe indépendamment des monuments. C'est-à-dire que les monuments ne représentent pas l'histoire, ils sont des représentations de ce qu'on voudrait que l'histoire soit, ce qu'on veut mettre de l'avant, donc la mémoire que l'on veut mettre de l'avant, la mémoire collective. Et justement, c'est quoi la différence entre histoire et mémoire? Parce que c'est peut-être important ça de le rappeler. Ouais. Vous voyez, l'histoire est faite par des historiens, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et il repose sur une série d'analyses, notamment des archives ou de l'histoire orale, et est une recherche de la vérité dans un discours ordonné, vous voyez. Alors, on ne peut pas faire ce qu'on veut en histoire. Tandis que la mémoire, elle fait beaucoup plus appel à l'affect, à la façon dont on se représente notre propre existence, soit en tant qu'individu ou en tant que collectivité, à travers un cheminement historique que l'on a créé ou que l'on se représente. Hein. Par exemple, si on dit que le but du Québec, c'est d'être une nation qui va s'épanouir dans l'indépendance, on va avoir tendance à projeter ce but-là dans l'histoire du Québec et tirer les événements qui nous, comme les rébellions de 1838, qui nous mènent à voir cet aboutissement vers le grand soir. Alors, c'est certain que la mémoire fait appel à une dynamique beaucoup plus affective et elle inscrit l'individu dans l'histoire. Alors, lorsqu'on en vient à mettre ces monuments, des valeurs telles que la représentation de l'identité, la construction d'une identité nationale, je crois que ça devient très personnel pour les gens lorsqu'on s'attaque à ces monuments parce qu'ils ont l'impression qu'on s'attaque à eux, ce qu'ils sont et à leur histoire. Bah oui, ça me fait penser aux événements assez violents qu'on avait vus à Charlottesville aux États-Unis avec des personnes qui essayaient de déboulonner des statues de confédérés, en fait, une statue de confédérés. Puis tout le monde n'était pas d'accord avec cette mobilisation, puis ça avait causé des violences et le président Trump n'avait pas réagi comme tout le monde l'aurait voulu. Mais ça m'amène à une question justement qui est dans le chat d'ailleurs. Comment contester la présence d'une statue dans l'espace public sans vandaliser le mobilier urbain? J'ai envie de poser même une question encore plus compliquée. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises façons de déboulonner une statue? Est-ce qu'il y a des façons plus politiquement correctes ou moins violentes? Est-ce qu'elles sont plus valables? Je crois que la place publique en tant que telle est un bon endroit pour le dialogue et pour avoir ces discussions. Il faut bien penser que les monuments ne sont pas là de temps immémoriaux et ils ont été investis dans l'espace public, ils ont été placés là par des gens et pour certaines raisons particulières. Et en ce sens-là, tous les monuments ne se valent pas. Hein. Il y a des monuments qui ont des symboles qui ne nous font plus vibrer aujourd'hui ou qui sont problématiques.
Donc, on peut déjà penser à du cas par cas, à savoir quelle est l'histoire de ces monuments, parce que j'ai bien dit que les monuments ne sont pas l'histoire, et c'est vrai qu'ils ne représentent pas l'histoire, et c'est pas parce qu'on enlève Johnny McDonald qu'on va arrêter d'en parler dans les cours en histoire et que c'est une personnalité qui n'est pas marquante. Sauf que les monuments, ils ont une histoire, vous voyez? Mais c'est ça, on se demande parfois si déboulonner la statue, c'est effacer l'histoire. Est-ce qu'on efface l'histoire quand on enlève un monument de l'espace public? C'est une grande question, ça. C'est l'argument de beaucoup de gens pour justement ne pas déboulonner les statues. On peut enlever l'histoire de cette représentation du monument. C'est-à-dire que si le monument, par exemple, de la colonne Nelson, qui est au centre-ville de Montréal, qui est très ancienne et qui a été la cible d'attaque aussi, qui représente la victoire des Britanniques sur les Français, la bataille de Trafalgar, et qui a été vue par les francophones de Montréal comme une insulte, si on la met en contexte et si on enlève ce niveau-là de lecture qui peut paraître insultant en mettant, par exemple, un monument pour la mise en contexte avec celui du commandant de la marine française qui a été mis en face, Vauquelin, on voit bien qu'ici, on amène une couche de sens et qu'on contribue à enlever certains discours problématiques de l'espace public. Bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas vraiment répondu à votre question. Pas du tout. Sur le déboulonnement, sur le déboulonnement des monuments, je crois que c'est dangereux de prendre la responsabilité de simplement déboulonner une statue parce que souvent, les statues deviennent des catalyseurs pour, disons, toutes sortes de causes et des causes qui n'ont pas nécessairement pour but d'attaquer le symbole que représente la statue. Le meilleur exemple, encore une fois, c'est la colonne Nelson. Hein. On a dit Nelson était un propriétaire d'esclaves, alors c'est une statue à la gloire de l'esclavagisme. Ben, je m'excuse, mais moi, je suis très content qu'on soit critique par rapport à l'esclavagisme. Mais le monument ne glorifie en rien l'esclavagisme. Il n'y a pas de message par rapport à ça. C'est un message par rapport à la suprématie de l'Empire britannique. Alors, il faut bien savoir de quoi on parle. C'est ça. Est-ce que vous seriez, par exemple, favorable, enfin, je vous demande pas non plus de donner trop votre opinion, mais est-ce que ce serait une bonne idée de mettre une plaque pour contextualiser justement une statue, pour expliquer, le colonel Nelson, voilà ce qu'il a fait, voilà qui il était, plutôt que de laisser simplement la statue? Bon, on peut ajouter des niveaux d'information parce que le discours que j'entends beaucoup par rapport au déboulonnement des statuts dans les médias, c'est on sait beaucoup les jeunes. Hein, on dit les jeunes ils comprennent pas leur histoire ou en s'attaquant aux statuts, les jeunes ne comprennent pas leur histoire. Bon, alors je pense que c'est pas vraiment une question d'âgisme, de jeunes ou de moins jeunes. C'est une question de bien comprendre que les statuts n'enseignent pas l'histoire. Oui, ils enseignent les représentations qu'on a véhiculées de l'histoire à un certain moment donné. Alors, si on veut que les statuts deviennent des outils d'enseignement de l'histoire, c'est très bien, mais il va falloir ajouter du contexte. Vous voyez, comme vous le dites. On ne peut pas simplement, comme à la place d'armes, dire que Maisonneuve a égorgé de ses mains un guerrier iroquois. Il faut aussi dire que les Iroquois, par exemple, étaient en conflit avec le gouvernement français de la Nouvelle-France à cause de la question territoriale et tout, vous voyez, un contenu historique, pas seulement une glorification d'un passé national. Je comprends. Je vais rappeler à notre public que vous pouvez poser des questions. J'en ai plusieurs dans le chat. Là, je vais les relever les unes après les autres. Je rappelle aussi qu'on est avec Mathieu Arsenault, professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal. Il reste encore une dizaine de minutes à l'entrevue. Et je vais poursuivre, Mathieu, avec une question plutôt plus politique. Je me demande si il y a des personnes, en fait, s'il y a plus de légitimité dans certains groupes ou chez certains individus à demander le retrait d'une statue, et puis plus de légitimité aussi à prendre la décision de le faire. Donc, qui a le droit de décider, qui a le droit de demander à enlever une statue? Est-ce que ce serait plus les communautés qui se sentent offensées par la présence de cette statue-là, ou est-ce que c'est les citoyens qui a le droit de demander à enlever une statue? Et puis, par la suite, qui peut prendre cette décision-là? Est-ce que c'est plus légitime d'être une foule qui prend des outils et qui vont abattre la statue? Ou est-ce que c'est plus légitime de monter un comité comme la mairesse de Victoria disait qu'elle l'avait fait avec la statue de John M. Macdonald? Elle disait qu'elle avait monté un comité avec différents représentants de communautés citoyennes pour prendre cette décision-là. Donc, qui a la légitimité de prendre ces décisions? Oui, l'épisode auquel vous faites allusion sur la ville de Victoria qui a décidé de retirer son monument devant l'hôtel de ville qui était une statue de John A. Macdonald est intéressant puisque la ville a décidé d'agir, vous voyez. La question
qui a le droit de se prononcer par rapport à l'avenir des statuts est importante parce qu'on a entendu beaucoup de commentateurs dans l'espace public nous dire que c'était pas une petite minorité d'extrémistes là de prendre la décision. Bon, c'est un argument qui empêche le débat, selon moi, et qui nous éloigne de la vraie question, parce que tout le monde a le droit de remettre en question les monuments dans l'espace public. Il y a des façons d'en discuter, et je crois que le cas de Johnny MacDonald a attisé beaucoup les passions, puisque ça fait très longtemps qu'on essaye d'en discuter, et forcé d'admettre qu'à ce niveau, la Ville de Montréal n'a peut-être pas pris les mesures ou n'a pas écouté assez sa population par rapport à ce monument, ou n'a pas voulu trancher. Le déboulonnage est arrivé comme disons une étape ultime, mais elle ne résout rien en soi, parce qu'on a des partisans qui veulent absolument la remettre et on en fait une cause politique qui empêche le dialogue. Alors, le laisser aller et ne pas accepter d'en parler alors que ça dérange manifestement des gens, c'est un problème. L'acheter par terre, ça crée d'autres problèmes puisque ça vient galvaniser une population qui, elle, au contraire, voit une attaque à son identité personnelle. Mais c'est vrai que ça pose aussi la question à qui appartient l'espace public, qui a le droit de faire quoi avec les choses qui sont exposées dans l'espace public. Donc, une statue, à qui elle appartient finalement? Est-ce qu'elle appartient à la municipalité? Est-ce qu'elle appartient aux gens? Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire du cas par cas et de s'intéresser non seulement à l'histoire des monuments, mais aussi à l'histoire des lieux où ils se trouvent. Si on prend la statue de Johnny MacDonald, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà, mais on voit bien que c'est un petit groupe de bourgeois montréalais anglophones qui ont fait une levée de fonds et qui ont voulu glorifier le rôle de MacDonald et du Parti conservateur à l'époque dans la création d'un Canada, d'un océan à l'autre, où Montréal jouait un rôle important comme centre économique du Dominion. Alors, c'est une petite minorité de gens qui ont décidé de mettre cette statue en place. Ils ont par la suite donné la statue à la Ville de Montréal. Alors, aujourd'hui, si on prend cet angle-là, on peut dire, ben, écoutez, il y a une petite minorité de gens qui ont pris la décision, on n'est pas obligé de vivre avec non plus. On peut avoir une discussion, on peut en parler. Et tout comme le nom de la rue Amherst a été changé pour la rue Adadigan, sans doute que ça va choquer certaines personnes à un moment donné, mais rapidement, on voit bien que les gens s'habituent au nouvel état des choses et qu'ils comprennent lorsque c'est une décision qui est prise de manière logique et qui est prise de manière relativement consensuelle. Oui. Je vois une question de Anne-Laure Maire qui se demande si Saddam Hussein c'était un cas de déboulonnement ou de destruction. Et cette question-là, bon, je vous la pose, mais je vous poserai une autre question par la suite. Est-ce qu'on peut comparer, jusqu'à quel point on peut comparer les différents contextes? Vous avez parlé de faire du cas par cas. Est-ce qu'on peut parler d'un phénomène général avec des variables communes, ou est-ce que c'est impossible de comparer les différents contextes? On peut parler de Winston Churchill au Royaume-Uni, on peut parler de Saddam Hussein, on peut parler de les cas au Canada, de Charlottesville. Est-ce que c'est possible de faire des comparaisons internationales comme ça? Ben, c'est possible. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ça nous amène sur un débat peut-être un peu plus général, dans le sens que faire avec les représentations du passé qu'on veut célébrer. Est-ce que c'est encore de bon ton de célébrer les grands hommes, de les mettre sur des piédestals? Vous voyez? C'est des questions que déjà au début du 20e siècle, on se posait. Parce que, par exemple, une statue d'Honoré Mercier, qui était politicien, premier ministre du Québec, qui était vu comme un nationaliste bon, plus ou moins consensuel pour les fédéralistes à Ottawa, ça posait problème d'ériger une statue en l'honneur de Mercier. Et les défenseurs disaient, ben, si on l'a fait pour MacDonald, qui était un homme politicien corrompu, hein, qui était plein de défauts, on peut bien le faire pour Mercier aussi, malgré qu'il y avait des défauts. Et on disait, ah, mais c'est pas grave si les hommes ont des défauts. L'important, c'est de les élever au-dessus de leur humanité et d'en faire des exemples édifiants pour la jeunesse. Alors, je pense que... C'est problématique. Ouais, ben c'est ça qui est problématique et qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Et je pense que la jeunesse n'a pas vraiment besoin d'exemples édifiants parce qu'on le voit, hein, elle se mobilise dans les rues, elle fait des manifestations pour le climat, elle fait des manifestations pour le droit des personnes racisées. Alors, c'est pas les monuments qui sont là pour les conscientiser. Ils sont déjà conscientisés et ils veulent justement que ces monuments-là, j'ai l'impression, reflètent un peu plus les valeurs de la société de demain.
Ça me fait penser à ce que disait Christiane Taubira qui intervenait au Cerium il y a quelques jours et qui disait qu'on avait des problèmes de figure tutélaire dans l'espace public en ce moment et qu'on était confronté à ces débats-là. Pour finir, parce qu'il me reste juste quelques minutes avant que tout le monde se rue vers l'adresse du Premier ministre dans quelques minutes, je voudrais vous demander, vous avez été inspiré par le mouvement Idle No More dans votre cheminement de chercheur. Si je me trompe pas, c'est ce qui a inspiré votre sujet de thèse, ou l'une des choses qui ont inspiré votre sujet de thèse. Et j'aimerais savoir si vous pouviez nous en dire plus, et puis plus largement, si vous pouviez nous en dire plus sur votre métier d'historien. À quoi ça sert d'étudier l'histoire? Ben déjà, étudier l'histoire, je crois que c'est rechercher la connaissance et l'esprit critique aussi pour une fin en soi, ce qui n'est pas mauvais. Mais c'est aussi s'outiller pour bien répondre à ces questionnements du présent que l'on a. L'exemple de Idle No More, pour moi, a été un point tournant dans le sens où, en 2012, les médias se faisaient beaucoup de plaisir à critiquer le fait que Teresa Spence avait envoyé une lettre à la reine d'Angleterre et que ça représentait un peu le fait qu'elle comprenait rien au système politique canadien. Alors moi, cet événement-là m'a porté la question, mais pourquoi est-ce que la relation entre la couronne et les Premières Nations est si importante alors que pour nous, ça semble être désuet? Et c'est comme ça que j'en suis venu à faire mon doctorat sur la relation spéciale entre les Premières Nations et la couronne au 19e siècle et voir comment le transfert du contrôle de ce qu'on appelait à l'époque le département des Affaires indiennes a eu un impact sur la politique coloniale du Canada envers les Premières Nations. Et vous voyez, ça m'a servi après. Aujourd'hui, j'enseigne l'histoire et j'en suis bien heureux. Mais ça m'a aussi servi pendant les moments où je négociais les traités, les négociations territoriales avec nos partenaires autochtones au ministère des Affaires autochtones de l'Ontario. Et ça mène à une panoplie d'emplois. Donc, l'histoire, c'est une fin en soi, mais c'est aussi un métier qui peut avoir de grandes valeurs professionnalisantes pour ceux qui s'y intéressent. On peut faire de la politique en ayant étudié l'histoire, alors. On peut faire du service public, on peut faire de la politique si on veut. On peut surtout apprendre à être outillé pour gérer, disons, les défis de la société de demain dans une panoplie de domaines. Hein. L'esprit critique, la capacité d'écrire, d'analyse, tout ça, ça s'apprend en histoire et ça s'applique à une panoplie de métiers. Ben merci Mathieu Arsenault de nous avoir éclairé sur ces questions-là et puis sur votre discipline plus généralement. On vous souhaite une bonne soirée. Merci Amandine, ça me fait un plaisir. Et une bonne fin de session qui va être exceptionnelle. Pour notre public, je vous dis à la prochaine. Ce sera pas moi, ce sera mon collègue Frédéric qui va s'occuper d'animer la prochaine capsule qui accueillera Julie Talbot, donc professeure au département de géographie, pour parler d'un autre grand sujet de société, la crise environnementale. Où est-ce qu'on en est en 2020? Et moi, je vous retrouverai pour une entrevue avec Frédéric Bouchard sur l'intelligence artificielle plus tard au mois de décembre. Je vous remercie tous, comme d'habitude, d'avoir suivi notre Facebook direct. Merci pour votre participation active, vos questions. Et puis, on se retrouve en décembre. Bonne soirée à tous et à la prochaine.